Allez, bienvenue sur Fastaf. On est donc le jour des qualifs, le jour le plus difficile, je pense, pour les athlètes. On va aller donc voir cette piste, comme on a l'habitude de le faire, pour vous montrer surtout les points clés vraiment de cette piste. On va le voir hein, avec ces deux parties, le haut et puis surtout le bas. C'est là que ça fera les différences. Et on passera aussi dans le paddock, on vous l'avait promis, pour vous montrer toutes ces nouvelles structures. Alors on pourra pas rentrer dans toutes les structures, on vous en montrera quelques-unes, mais pour vous montrer vraiment l'intensité là et l'enchangement d'ambiance que ça a fait dans le paddock. On a vraiment changé de step, ça a vraiment pris un step. Allez, let's go, c'est parti. Salut, c'est Raoul et Emmerich Schneeberger. Venez rouler avec nous dans la région d'Or du Midi et découvrir le versant suisse des Portes du Soleil. Buenos días. Buenos días. On avait dit pas les réseaux sociaux avant d'aller faire du vélo là. Ah ça va, bon ça va. Bon on t'en met 30 secondes parce que là faut que tu ailles dans pas long, là je crois que t'as qu'une heure 30. Oh, ça finit dans 15 minutes. Ouais c'est ce que je dis. Ouais, bah, j'avais pas vu. Voilà. Bon t'es contente, on t'a vu rouler, gros time training hier en plus. Ouais. Ça va y aller pour la qualif? Bah j'espère en Q1, ça serait ma première Q1 et ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'à chaque fois Q2... Mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais non, hier j'ai bien roulé. Pompa m'a vraiment aidé. Enfin, j'apprends plein de choses. Tu sais, rien que de rouler derrière et tout, ça c'est cool. Et j'ai essayé de le faire toute seule parce que la dernière fois ça m'a un peu piégée. J'arrivais pas à rouler, rouler toute seule. Donc là j'ai essayé hier. Bon time training, j'ai essayé d'être bien relâchée, ça a marché. Bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à appeler la maman le Q1 en Q1. Mais elle est carrément ici, donc j'aurais même pas besoin de l'appeler. Bon allez, courage, sois forte. Merci. Merci là. Voilà, trou de freinage. Bah ouais, ça change les points de freinage du coup, parce que au début ils avaient tendance à freiner un peu plus tard, mais là ça te ralentit déjà tellement. Ce serait bien de leur poser la question. Ils sont surtout très irréguliers là, ils sont doubles, là simple. Il y aurait Jet Lawrence là, tu sais, qui fait de la moto, il ferait des doubles dedans lui. Peut-être Goldstone il va faire ça. Jack Percy. Oui Jaco. Touchez le bike. Ah. Wow. Holly Davis. Wishing. On arrive à la fin du premier split, donc comme on l'a dit, cette partie haute qui n'a pas changé. Et là c'est vraiment la partie méga importante, c'est là où ça va le plus vite, hein, juste avant l'arche. Ils sont, alors hier on l'a fait pour le fun avec le radar, entre, allez, pour les plus rapides 79 avec Antoine Roge. De moyenne, ça tourne beaucoup autour de 75, 76. Ce qui marque vraiment, il y a beaucoup de choses importantes ici, c'est que il faut être absolument le plus rapide possible parce que, bah, vous voyez, derrière cette grande ligne droite, c'est ultra compact, c'est béton, ça accélère. Du coup, le petit gauche derrière n'est pas évident, mais chose qu'il faut vraiment noter, là, il n'y a pas trop de vent. Hier, le vent a commencé à se lever un peu et on a vu des écarts de vitesse, mais énormes. C'est-à-dire qu'on a vu des pointes à 79 et dès qu'il y a eu une toute petite bise, une légère bise, les athlètes sont vite descendus à 73, 74. Ils avaient du mal à passer le 75 km/h, ce qui est déjà énorme au passage à 75 km/h. Mais pour eux, ça va être méga important. On annonce en plus, la météo annonce un petit peu de perturbation, un peu de vent. Donc attention, petite note, nos talents de Jackson Goldstone dont on parlait tout à l'heure. Hier, il n'a pas réussi à dépasser 74 km/h parce qu'on sait, ben voilà, le poids joue aussi. Donc attention, ça va être très très intéressant.
Et la dernière petite chose aussi qu'on peut noter, c'est qu'avant cette arche là, dans ce saut en aveugle qui est absolument horrible, on voit vraiment pas où on s'aligne, c'est absolument terrible à faire. Il y a des athlètes qui arrivent à se crever, vraiment, qui arrivent à plonger et ils ont moins de prise d'air, moins de prise au vent et du coup ils sont plus efficaces en bas. Donc c'est un split qui est ultra important pour te mettre tout de suite en course. Et psychologiquement, si tu sens que tu prends un peu le vent, je pense que ça peut t'affecter pour tous les autres pistes qui restent. On va voir. Andy Kolb, inter ou pas? Exter pour Andy Kolb. Jackson, exter. Voilà. Là on arrive sur une petite partie rapide que je voulais vous parler, c'est ce pont qui est en aveugle juste avant la ligne SX. Wow, c'est trop beau à regarder, ça va vraiment vite, on s'en rend pas bien compte mais parce que ça va être filmé de face ici. Mais en fait là, c'est très dur de s'aligner, c'est super dur de mesurer la longueur qu'il faut prendre. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a un changement de rythme en haut, ça allait vraiment très vite. Il y a un petit côté où on attend un peu, ils arrivent pas super vite, mais c'est surtout là où il faut qu'ils reprennent les freins. Ça va être pas près ici. Ils ont lâché déjà depuis quasiment 40 secondes, je pense. Dylan Maple. Et là, dessus, tout de suite, ça on se remet dans le rythme. On était un peu en attente, un peu pump track. Et là, ça fait quand même des belles doubles qu'ils ont grossi. Là, la première, elle est quand même bien costaud. Et surtout, c'est sec. Du coup, ça transforme poussière. Donc les appuis, il faut les recouper absolument. Il y a des trous qui commencent à devenir mauvais. Et c'est vraiment une belle section. Visuellement, ça s'enchaîne très bien. Et après, on va arriver à cette fameuse double des enfers, on va l'appeler. C'est franchement, quand tu as les meilleures stars du monde qui se posent la question de s'il faut sauter ou pas, pour des gens normaux comme nous, la question se pose même pas. C'est-à-dire que c'est deux simples. C'est pas une double, clairement. Et on va voir. Voilà, c'est leur deuxième match. Ah, wow. Là on est sur la ligne des coachs. Je pense qu'il y a, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a au moins 10, 11 personnes pour faire les lignes parce que le virage se détruit et il conditionne tellement derrière là-bas. Mais il y en a plein, on va leur poser la question. Mais je vais essayer d'aller demander au coach surprise. Regardez, je vous montre la technique d'approche. Hello. All good? How you doing? Good, mate. Bon, Steve, we need you. We need you to help. How do you deal with when you have a section like this and you have like a turn like this one that is completely destroyed? Do you have like to really slow down during the run to make sure you're gonna go through, or you just like try and see how it goes? Slow down a little bit, change your line if needed. The main line is obviously blowing. It's been blowing all day in practice yesterday. People are starting to go inside, so they're pushing soft dirt into the holes. So it's hard to see the holes now. So I just advise the riders to slow down a little bit, make sure they get round this turn. It's stupid if they crash here because it's got a big hole. So you have to be careful. Yeah, but I guess you as a rider, it's not that easy to say I have to brake during a final run. No, but my guys changed the line a little bit, gone inside because I don't think that is going to last until race tomorrow. I think the hole's just going to get bigger. Maybe they'll fix it later on, but inside a little bit just helps to carry speed a little bit more. So brake a little bit before to be able to carry more out. Thank you, guys. You know what to do for that turn for tomorrow. Thank you so much. On va voir Nix, mais il travaille. Non, il travaille pas du tout. Tu regardes des photos de Loïc quand il faisait du bike. Je regarde la position de mon collègue Ah, tu regardes la position là? Et voir si j'arrive à trouver quelque chose. Ah, alors justement, c'est là pour ça que je suis venu. On voulait avoir 2-3 petits. Salut, bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Tout à l'heure déjà. On voulait avoir 2-3 petites news de Lolo, forcément, du coup, qui roule pas. Nous, on l'a vu hier 2 fois. Donc, je crois qu'il était tombé pas mal. À chaque fois, il a perdu un peu les mains, c'est ça, de ce que j'ai compris? Bah ouais, écoute, j'ai vu ça sur une de vos vidéos d'ailleurs hier soir en allant me coucher. Que ouais, il a perdu plusieurs fois les mains sur le guidon. Donc
Donc voilà, écoute, on essaye de creuser un peu cette piste parce que c'est pas le genre de toute façon, le connaissant, à tomber 3-4 fois dans une journée, Loïc. Donc c'est pour ça que ça nous a un peu interpellé le soir. Et puis pour l'instant, voilà quoi, il va plutôt bien. Ouais. Par Physiquement. rapport au crash. Oui, voilà. Par rapport au crash. Et puis là, on attend il attend de faire des examens complémentaires pour en savoir un peu plus au niveau des blessures. Et puis voilà, là, il faut attendre. Hein. Moi, je l'ai vu hier rapidement, il était avec Caro et tout. Physiquement, ça a l'air d'aller. C'est plus la frustration, j'avais l'impression, qui était le sentiment un peu. C'est quand même relou de se faire mal à la deuxième course, quoi. Ouais, la frustration, et puis surtout être dans l'incompréhension, puis pas d'avoir de réponse à ce qui s'est passé pour lui. Donc voilà, le temps de chercher, de trouver, mais on va trouver. Tu vas bosser. Ouais. Et en même temps, les médics aussi vont bosser. Après, moi, c'est plus mon rôle non plus, mais moi, j'essaie de voir sur le terrain si j'arrive à trouver des choses. Il y a Jordan qui arrive, donc je vais filmer. Ouais, j'allais dire. C'est assez propre, hein. Massive. Wow. Pour ça qu'il est fast. Et d'ailleurs, il a fait 3 l'année dernière, non? Il me semble, hein, Jordan Williams. Ouais, Jordan, il aime bien ici. Ouais, il a une bonne vitesse. Ouais. Il est plutôt, quand on le voit, il est plutôt bien, à l'aise. Des belles lignes aussi. Des belles lignes, Ouais. c'est propre. Il joue bien avec le terrain, il joue bien avec la glisse. Donc j'ai hâte de voir ça après, ce que ça va donner. Et puis ici, tu vois bien la partie où on est. Le virage quand même, tu vois, là, regarde, ça recoupe de plus en plus inter. Ouais. Donc à mon avis, ça va finir comme ça parce que le trou à l'extérieur, il est de plus en plus gros. J'ai l'impression que les bouts de bois ils vont terminer aussi là-bas dans les filets. Donc c'est pour ça, là, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Puis il y a Finn aussi qui montre des belles choses. Donc bon, Ça va se on faire. compte sur les soldats et la soldate. Bon, merci. Allez, on va descendre. On descend un peu plus bas, qui est une partie qui est super intéressante avec ce qu'on appelle la chute là, qui est très technique, un saut en dévers. Et pendant ce temps-là, Body Burk, il fait du Body Burk. Ah, c'est aussi doué. Fine, pas mal. On vient de voir Austin Dooley aussi juste avant. C'est la personne on a dit, on interviewait une personne un peu surprise pour ceux qui ont suivi le track walk. Et il vient de passer, donc il faut qu'on arrive à le voir en bas, mais c'est pas facile. Ici, wow. On se met juste là, des fois pour qu'on se découper là. T'as l'air d'avoir chaud. Les conditions, c'est quand même, ça va être des belles qualifs parce que ça tape, c'est loose, il n'y a pas de grip, on a l'impression que vous cherchez. Et quand il y a du grip, ça vous tape et ça vous renvoie vraiment, c'est technique, non? Ouais, c'est chaud, puis c'est vraiment, franchement, c'est fracassé quoi, mais grave. Comme tu dis, il n'y a pas de grip. Là, en plus, ça va gaz, t'as une petite racine qui à chaque fois te tape un peu l'avant. Autant te dire que le relevé, il est pas bien haut. Et il est pas bien rigide. Tu parles des trous de freinage. Voilà, oui, c'est ça les relevés. Mais c'est cool en vrai, ça met un peu en sursis. Voilà, ça va être intéressant, je pense. Comme tu dis, une belle qualif, là tu te fais jeter à mort en avant, Ouais, tu te fais tasser au freinage, tu pars en avant, mais c'est ça qui est bon quoi, j'ai envie de dire. T'as fait combien de runs entiers depuis le début? En full run? Ouais. J'en ai fait 2 hier, Ok. donc ça va, tu vois. Ok. 2 hier. Et là je voulais pas en faire entier ce matin, j'ai fait un bon premier, là je voulais marcher un peu, remonter, redescendre, Ok. faire un peu de la section. Bon. Avant de se faire brasser de haut en bas quoi. Ouais. Et ma dernière question avant de te laisser remonter, parce que là faut que tu ailles en plus, c'est est-ce que ça va faire des vrais diffs? Est-ce que du coup c'est technique? C'est pas que de l'engagement là? Vraiment... Ouais, c'est technique parce qu'au final, je sais pas comment le qualifier, parce que tu sais, vu que ça y a pas de grip, Ouais. tu vois, faut être fin sur le vélo. Donc je pense que c'est une forme de technicité, j'ai envie de te dire, ouais. d'être léger sur les appuis. Donc oui, sûrement qu'il y aura des diffs, il y en a qui sont meilleurs que d'autres à appuyer doucement. Bon, allez, On verra. on va te laisser faire avec ton brand new bike en plus là. Voilà. On se met en dessous, tu nous fais un passage, hein. T'es un vrai Ah, one je cri pars de quoi. là, gros. Ouais, bah on va se mettre un peu plus bas. Allez. Ah, tu peux pédaler, hein. T'as des vitesses, hein. N'hésite pas. The outside gets rough. Like right now, the outside and the inside. Les ronces, joli mot. Hein. T'aimes bien? Joli Il aime mot. bien la langue Bah, française, j'apprends- cet ouais, Irlandais là. Chaque jour, c'est un jour d'école pour moi. Hein.
là c'est rare de voir, il y a presque un X au milieu de la piste, il y a vraiment les traces se recoupent, c'est intéressant. Et c'est pas juste une ligne, c'est vraiment une section que tu décides de prendre jusqu'au bout. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, ça glisse dans les deux, il y a des ornières dans les deux. Et est-ce que vraiment il y a des lignes qui vont plus vite que d'autres là-haut? Si, je pense que à partir de ce soir, après les Q1, quand c'est vraiment défoncé, les pistes vont être complètement mortes. Et je pense qu'il y a des petits miracles par endroit. Par exemple, ici, l'ornière, elle est morte complètement. Ouais, là, et deux racines qui sortent. Un où tu veux appuyer vraiment au début du virage. Ouais. Et un deuxième petit truc pour faire glisser un peu. Voilà, pas pire, mais pas si vite non plus. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, tous les pilotes ils vont parler entre eux. Et demain, c'est la Highline et l'Inter. Ouais. Mais du coup, ça, c'est demain. Est-ce que du coup, tu n'as pas intérêt à dire pour le moment le virage est bon, en Q1, je passe la Q1 et je verrai demain matin? C'est pas que le virage est bien bon, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut faire son choix maintenant. Pour le Q1, tu passes le Q1 le plus vite possible, tu fais ce que tu peux. Et comme j'avais déjà dit aux pilotes sur le texto il y a 5 minutes, on verra cet après-midi, ce soir et demain matin. Donc ça, c'est le classique, c'est le travail de le matin de la course, quoi. Okay. Mais là, on n'a pas du tout la finale dans la tête ce matin. Ça construit, mais le Q1, c'est déjà... Une petite finale. C'est Q1 demi-finale, même voire plus pour certains. Hein. C'est vraiment chaud, hein. Dans toutes les catégories, hein. Pas que chez les mecs. Hein. Non. Et puis, et puis là, la finale, honnêtement, je pense qu'il y a les 10 derniers à chaque fois, ils peuvent gagner maintenant. Ouais, au moins chez les mecs, les dernières 10 voire 8 peut-être. Ouais. Ça dépend de certaines pistes, il y a des histoires comme Loïc qui est blessé ou quoi que ce soit. Mais ouais, il y a un bon 7 ou 8 chez les filles qui peuvent faire des bons résultats. Et lui, peut-être pas. Et chez les mecs, une dizaine. Oh, en plus, il a crevé derrière. Chez les mecs, Johan. une dizaine. Bon. Donc, écoute, on va essayer de voir, parce que là c'est la fin des entraînements des hommes. On va essayer de vous en filmer un petit peu. Il y a les juniors qui devraient arriver. Mais on va essayer de vous montrer un peu ces différentes lignes qui sont quand même assez éloignées, on va dire. Ouais. Finalement, on est resté un peu plus longtemps que prévu ici parce que c'est assez intéressant. Et notamment là, j'ai vu... Waouh! Waouh! Là, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, il y en a un ou deux qui est tombé. L'extérieur a commencé à faire un mauvais virage. Du coup, tout le monde commence à tomber. L'Inter en a vu tomber. Donc, au final, pour le coup, il n'y a vraiment pas de solution. Et j'ai vu Laki notamment qui est encore au téléphone là-bas. Il y a pas mal de coachs qui viennent d'arriver qui sont au téléphone, qui appellent les pilotes, puisqu'on est à 1h30 de la Q1. Attention, où tu passes, fais attention là, parce que là, c'est en train d'exploser au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un point qui est marquant ici, d'avoir justement du monde sur le bord, et même les pilotes, Laki qui est blessé, les pilotes viennent même aider les autres pilotes pour savoir ce qu'il faut faire, parce que là, franchement, à part un peu le milieu, où Chris, qu'on a eu tout à l'heure en interview, m'a montré 2-3 qui passaient bien, mais là, les juniors, ils sont en train d'abîmer un peu ces trajectoires, et franchement, là, il n'y a plus de solution pour le moment. C'est l'enchaînement, déjà je trouve que c'est l'enchaînement le plus beau de la piste. Donc là on est fin du secteur 3, ça va être le secteur le plus important parce qu'il y a un enchaînement de plein de choses. Là il y a cette espèce de double qu'on a vu un peu hier. Derrière on a un virage qui est absolument troué. Il y a des petits détails derrière, après il y a une bosse à scrubber, il y a vraiment un enchaînement de beaucoup de choses. C'est là que ça va faire la différence, c'est surtout l'intérieur dans un moment où on était quand même dans la pente, tout le secteur 2. Donc sur les freins, on a un peu de replat pour se reposer, mais honnêtement, ça ne suffit pas. Et c'est là que ça va faire la différence. C'est là que la course va se gagner. C'est là qu'on a vu déjà l'année dernière que les courses se soient gagnées. Donc ça ne devrait pas trop changer. Maintenant, cette année, le fait que le haut soit quand même plus irrégulier, un peu plus fuyant, il y aura déjà peut-être des gros écarts dès le début, contrairement à l'année dernière où c'était là que les écarts se marquaient. Donc à suivre. En tout cas, c'est une belle partie qui est bien enchaînée. La caméra devrait être au milieu, donc ça va être beau à voir. Voilà pour cette partie, on va donc descendre en bas pour aller voir les paddocks et justement vous montrer un peu à quoi ça ressemble toute cette nouvelle structure. Nicolas Brizin Junior, Sacha Brizin comme on l'appelle, qui est fort en junior, notre junior français, qui scrub, franchement c'est trop stylé. On va en bas, on va voir les paddocks.
Petit point avant d'aller voir les pits. Q1 femme, Valentina Hall 1, Myriam Nicole 2. Donc ça c'est cool. Gracie M Street qui avait été très fort aussi la dernière 3. Donc ça va être intéressant. Marine qui passe. Elisa Bouladou qui passe à la première top 10, donc ça c'est cool. On va voir les pits et on revient rapidement à la Q1. C'est très serré pour le moment, il y a 3 ricains devant je crois avec Dylan Maple, Lucas Shaw et tout, mais c'est pas fini et à mon avis il y aura des surprises. Là on va, je sais pas, il y a tellement de camions, on va compter, tu sais quoi, on va compter le nombre de semi-remorques cette année. Ben voilà, il y a déjà la Scott, tu vois la taille du truc, je te fais pas un dessin. Et mais c'est incroyable le nombre de semis qu'il y a cette année, c'est genre un paddock. En plus, à Loudanville, il est bien parce qu'il est assez étalé. Orbea, un des plus gros, Orbea, avec notamment Tanner Seagrave qui n'est pas là, hein, qui est blessé. Ça fait partie des gros camions. Pourquoi des gros camions? Parce qu'il y a 2 étages sur ces camions. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un 2e étage où en général il y a des endroits pour se reposer. Il y a même une partie un peu accueil. Donc ouais, là ça fait partie des gros paddocks. On rappelle que là, on a au maximum 4 pilotes, hein, si je ne me trompe pas, Phoebe, Svar, le Junior, Tané, on va avoir 4-5 pilotes. Hein? Yeti Cycle, pareil, hein, c'est pareil, ils avaient un petit camion, là ils sont passés en mode immense. De souvenir, il me semble que c'est le camion de Whitey, derrière, je vérifierai pour demander, Whitey qu'on avait filmé avec Vali. Donc ce qui est la chose intéressante, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des équipes, il y a des équipes qui revendent leurs camions pour acheter d'autres structures plus grosses et il y a un vrai turnover et c'est vrai que celui-là, voilà, c'est un camion qui existait déjà, bon là c'était l'arrêt de Whitey, mais il y en a qui rachètent des camions à d'autres teams, donc ça c'est assez intéressant, ou alors des gros sponsors au lieu de revendre le team qui vont donner le paddock à des teams un peu plus on va dire en train de grandir. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, qui est immense. Pour vous donner une idée de tarif, parce que vous allez me demander, si on parle juste de la remorque, je ne parle pas du tracteur, on est aux alentours les gros, on va jusqu'à 600 000 € pour l'équipement, pour tout équiper, donc ouais, c'est gros et c'est cher. Voilà, nouveau camion de Scott, immense aussi, donc pareil, on est passé en catégorie semi, hein. Avant on était sur la limite. Donc le problème de ces semis, c'est que il faut souvent qu'il y ait quelqu'un du staff qui ait un permis poids lourd, c'est ça le vrai gros souci. Et il faut souvent qu'il y en ait 2. Pourquoi? Parce que des fois on se met des transferts entre les courses qui peuvent être jusqu'à plus de 12-13 heures, donc il faut avoir un roulement, donc des fois c'est des mécanos qui ont les permis et des fois c'est les team managers pour pouvoir faire un roulement. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est immense, ils ont pris de la surface. Là on voit, c'est clean, hein. Ça va? On est bien. T'as le permis poids lourd ou pas toi? Ouais. C'est vrai? Suspendu, ouais. Ah voilà, tu vois. Et du coup c'était la question, vous vous relayez avec Patrice quand même, des fois? Là pour l'instant pas encore. Ouais. Là Loudanville c'est pas trop loin de chez nous, donc j'ai tout fait tout seul, c'est ok. Et quand on aura des grands trajets genre la tuile Andorre, voilà, faut se relayer, sinon t'es pas dans les temps. Bon, écoute, bonne chance. Et puis, bon, double job du coup, double emploi. Ouais, plein d'emplois. C'est cool, on se régale. Là, on vous parle que des nouveaux semis. Donc, parce qu'il y a classique, on passera voir tout à l'heure quand même comment Salmokov aussi, qui a un des plus gros, Spé, etc., qui avait déjà des semis, Mondraker qui a déjà un semi. Santa Cruz Syndicate, pareil, nouveau semi. Voilà, tout neuf, ils ont tous... en fait, pour l'info, ils ont tous une limite, un espace limite en mètres carrés qui doit avoisiner 205 ou 220 mètres carrés, qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. C'est pour ça que c'est assez normé et qu'au final, tout le monde a à peu près les mêmes semis. Voilà, après, ce qui va différer, c'est les équipements, les rangements. Certains teams choisissent de faire dormir du staff dedans pour faire économiser. Parce que quand tu as 5 mécanos à loger, c'est pas pareil que de les faire dormir à l'hôtel ou à un appartement. Et d'autres jouent plutôt la carte de stocker le plus de pièces, le plus de choses pour être prêt et essayer d'avoir le plus de matos possible pour les courses. Donc super intéressant. Bon, Continental Atherton, vous saviez, ils en avaient déjà un. Mondraker Factory, on ira, on va aller voir, on a des petites choses à vous parler, allez au gang, ça va être sympa. Notre team de Frenchie. Bon alors après, comme je vous ai dit, on rentre pas dans tous les pits, il fallait faire une visite de tous les pits. C'est une vidéo de 2 heures qu'il faudrait qu'on fasse. Mais là on va aller voir, il y a le team manager, un des team managers, Thibault Lally quand même, pour lui poser la question. Ah attends, là il est en train d'essayer de... Là il travaille. Ouais, j'étais le merch les gars. Et oui voilà. Pour que Goodman Santa Cruz aille au bout de la saison.
mettre de l'essence dans le truck. Maintenant que t'as un gros truck, faut mettre de l'essence dedans. Hein. Voilà, c'est ça. Attends, tu veux pas que je mette une casquette là? Parce que quand même mes cheveux c'est n'importe quoi. Ouais, bah c'est trop tard de toute façon. Tu veux la mienne? Non, quoi, non? J'ai une Oakley ou une. Eh ben, elle est stylée, Oakley. Non, c'est bon, allez. Tu veux pas mettre tout ça? Non, c'est bon, c'est bon. Et tu me remplaces après. Ouais, bah si Oakley il pouvait me filer des lunettes déjà. Hein? Mais ça, je connais des gens. Mal perdu. Bah, nous, on en a. Hein. Oui, je sais. Mais bon, et d'ailleurs, on va en faire gagner à Léogang. On va faire gagner des méta à Léogang. Ah, super, bah super. Bah, c'est super, il s'en fout. Je m'en fous, du coup. Voilà, vous le notez. Ouais, non, moi je t'embête. Donc là, la spécificité de ce. On fait un petit tour des paddocks rapides, parce qu'il y en a plein. Mais celui-là, il est quand même important. Ouais. Donc c'est quand même l'ancien paddock de Syndicate, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que vous avez racheté, comment ça s'est passé? En gros, dans notre négociation de contrat, on va dire, de l'an dernier, si tu veux vraiment tous les détails, on est arrivé à un moment où il a fallu qu'on dise qu'est-ce qu'on fait quoi, pour 2026. On est arrivé avec une proposition budgétaire à Santa Cruz, on se dit ben ça va être compliqué. Du coup on va être créatif un peu dans notre manière de faire. On sait que vous avez besoin de grossir, et effectivement on avait besoin de grossir en termes de structure de paddock et tout. Et du coup ils ont dit bah nous on va changer le truck, plutôt que de le vendre à tu vois, des gars qui font du rallye, qui vont tout virer et le vendre une bouchée de pain. Ils se sont dit ben voilà on vous le donne. Trop bien. Donc, voilà. Gros move. Petite dernière question rapide. Combien ça coûte, si je parle juste de déplacer le camion, combien ça coûte de déplacer un camion? D'avoir un camion, c'est pas la même chose que d'avoir un sprinter. Sur une saison à peu près, c'est quoi le déplacement d'un camion? Bah écoute, pour le moment, j'ai pas encore trop de retours à te faire parce que c'est notre premier déplacement. Donc là, c'est surprise. Bah ouais, c'est un peu surprise, voilà, c'est un peu jackpot, tu vois, on verra bien. Pour le moment, on sait qu'on a déjà mis 500 € de gasoil juste pour venir d'Annecy à Laudanvielle. Ah ouais. Donc il y aura forcément 500 € pour le retour. Plus le péage et tout plus ça. le péage, plus l'assurance, plus 2-3 trucs comme ça. Plus le permis que tu passes. Le permis du coup que je passe, ouais, tu vois, passer un permis c'est 2800 €. Bah ouais, c'est pas gratuit, hein, c'est pas comme venir avec le trafic, c'est sûr. Donc je sais pas, je dirais un déplacement comme ça, avec la structure minimum 2000-2005. Ok. Aller-retour. Voilà, vous avez donc, c'est pour ça le merch est là. Voilà, venez acheter notre merch, ça finance les pleins du camion. Voilà. Tout est dit, merci Laïch. Ils ont changé le bus, ils sont passés d'un bus old school américain à un nouveau bus. C'était sur le même principe que ce qu'avait Muc-Off en attente à l'époque. Donc voilà, encore gros et c'est beau. Il y a des parties qui se déplient, donc qui ne se transportent pas comme ça. Ils sont obligés de replier certaines parties. Donc c'est pareil, c'est quand même une grosse orga. Hein. Là, ils vont mettre 1 jour et demi à les monter, 1 jour et demi à les démonter. Donc ouais, c'est quand même, ça reste du boulot. Le jour où tu passes sur un semi, tu changes de dimension. Parce que ne serait-ce comme disait tout à l'heure Lali, en coût ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc c'est que vraiment t'ambitionnes d'être là. Et surtout, t'ambitionnes d'être là pour au moins les 5 prochaines années pour étaler aussi le prix que ça. Parce que si tu fais qu'une année, forcément, ça bug un peu. Donc ouais, Pivot, Factory Racing, très très stylé aussi. Canyon, vous connaissez forcément. Spé aussi, Spé, grosse nouvelle. Enfin, ils vont changer de truck, ils vont avoir un tout nouveau. Mais comme j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est rarement les équipes qui le font, à part à l'époque Tané qui avait fait le leur. Ils les font faire. C'est fait en Italie en général par des grosses boîtes qui font ceux de motocross, etc. Sauf que c'est long et voilà, il y a eu du retard dans la livraison. Tellement que par exemple, Commencal Muc-Off a attendu que le sien quasiment 8 mois. Là, Spé, ça devait être presse, ça allait pas. Donc vous voyez, c'est toute une orga, c'est pas comme ça en claquant des doigts parce que ça conditionne beaucoup de choses. Je vais vous montrer le dernier, Commencal Les Orques, qui est tout nouveau aussi. Et on essaiera d'avoir Thibaut, pour justement, qui est team manager, qui nous raconte un peu qu'est-ce que ça coûte vraiment tout ça. Hello everyone! Good job! Tu sais pas comment la machine marche? Non, je sais pas. Ok, d'accord, super. Petite question rapide, on parlait de l'évolution un peu des paddocks, etc. Vous, c'est un peu particulier parce que vous avez finalement la taille d'un paddock de semi-remorque, mais la petite chose qui est différente, c'est qu'il n'y a pas de semi qui est attaché au paddock. Exact, on a une grosse remorque avec un pick-up. On est fan des US, c'est pour ça. Pourquoi le choix de ne pas faire un semi? C'est le coût? C'est le côté problématique des transferts? C'est quoi le... C'est un tout en fait. T'as la consommation excessive de la semi, t'as le fait que tu peux pas conduire les dimanches, jours fériés, t'es quand même parfois bien bloqué. Donc c'était plus pratique pour nous de faire comme ça, et puis même pour se garer à la maison, tu vois, même si on a un château, c'était plus simple de rentrer dans le château avec la remorque. Ok, donc voilà, vous voyez, hein, mais par contre en termes de mètres carrés, t'es pareil que tous les autres teams. Exactement, ouais, j'ai 6000 mètres carrés, et on a tous 200 mètres carrés, voilà.
Merci bien, vous avez même le temps de mettre une table de ping-pong, tu vois comme ils sont confort ici. Panier de basket, table de ping-pong, bande de jeu. Ouais. Bon, la prochaine évolution, je sais pas ce que ça sert. Par contre, la notice de la machine à kiffer, non, je l'ai toujours pas. J'arrive même pas à me faire un café. Comme ça. Wow. Là, on vient d'attraper Tips, la Q1 vient de finir. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Jusqu'aux dernières nouvelles, nous, ils sont tous dedans, donc c'est cool. Top. Je parlais, on a fait un petit tour des paddocks, de tous les. Un peu l'évolution, les semis, etc. L'état des vols. L'état des vols. Non, un peu tous les semis. Vous avez quand même un paddock qui est massif avec ses 2 étages aussi. Sans rentrer dans tous les détails, qu'est-ce que ça coûte en gros T'es gonflé? Non, mais genre, qu'est-ce que ça coûte de déplacer un camion comme ça sur une année? Enfin, on parle en centaines de milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros? Des dizaines de milliers d'euros quand même, centaines, c'est un peu abusé. Après, si tu comptes le camion dedans, c'est sûr que c'est plus dans les centaines. Plus. Mais ouais, non, c'est ça. Mais bon, regarde, il faut bien héberger tout ce petit monde et donner aux athlètes ce dont ils ont besoin. Et est-ce que vraiment c'est un truc que les athlètes poussent d'avoir un semi? Est-ce que vraiment, bon toi vous avez fait le changement il y a longtemps, mais est-ce que vraiment c'est un critère de sélection chez les athlètes de dire ouais il y a un vrai semi, il y a une vraie structure? Je pense que c'est sûr que ça va un peu dans l'ensemble de ce que peut proposer le team. Mais tu regardes maintenant, je pense dans le top 10 des teams, il y a plus grand monde qui n'ont pas de poids lourd et genre quasi tout le monde ont même des semis quoi. Donc c'est un peu un passage obligé si tu veux pouvoir travailler dans de bonnes conditions et c'est ça quoi. Et pour finir, on parle de dire on ferait plus de manches, etc. Est-ce que vraiment ça marcherait pour les teams de faire plus de manches, sachant que maintenant les transferts ils sont déjà de plus en plus courts, il faut souvent 2 pilotes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui marcherait vraiment à la fin? Je pense qu'il y a un juste milieu, c'est sûr de là aller taper 20 manches, j'en sais rien, comme le motocross ou quoi, c'est sûr que c'est too much, mais peut-être 2, 3, 4 de plus, ça serait peut-être un peu plus étalé aussi. Ce serait, non, je pense que ce serait bien. De toute façon, c'est bien pour le sport. Sûr qu'une saison sur 10 courses, 9-10 courses, c'est mieux que ce qu'on avait, mais ça, pour moi, ça reste un peu serré. Puis je pense que ça reste aussi. Si on veut intéresser des partenaires un peu extra et à venir dans le sport, faut qu'il y ait de la visibilité, il faut qu'il y ait des events, quoi. Bah écoute, merci, en plus t'es joli avec ton petit... Tu m'as chopé là-bas. Merci mon Tips. Allez, on vient de finir cette journée quand même assez folle sur cette piste qui marque la piste, c'est la taille des trous, j'en ai parlé tout à l'heure avec un peu tous les pilotes, avec Finn, avec Lucas Shaw, qui sont super bien qualifiés. Ils m'ont dit mais la taille des trous, on arrive devant, vite, on a peur. Genre vraiment on se dit voilà, ça va taper fort et ça c'est intéressant de voir des athlètes qui ont des vélos qui sont réglés mais autrement que les nôtres, qui ont peur et qui se disent voilà ça va vraiment taper, donc c'est très intéressant. La finale va être quand même assez folle. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux qu'on a affichés. Qu'est-ce qu'on peut noter quand même comme fait marquant? C'est la sortie de Jackson Goldstone qui se fait disqualifier en Q1 et en Q2. Donc ça c'est quand même un fait assez rare. Loïc qui prend pas le départ évidemment aussi, ça c'est un petit peu le truc un peu embêtant. Mais du coup ça les laisse au moins on va dire sur un pied d'égalité, mais voilà, c'était la grosse surprise. Assa Vermette qui a dû passer par la Q2 aussi, qui a quand même fait un bon run plus assuré. C'était quand même bien fait de sa part, assez intelligent. Richie Rude aussi qui est bien. Et dans les noms qu'on doit retenir un petit peu sortis, ce serait peut-être Henry Kiefer, qu'on ne verra pas, pareil, qui est sorti. Donc ça fait quand même des gros noms. Il va y avoir une vraie bataille demain, sachant que là, tous les athlètes remontent pour aller faire un track walk parce que la piste, elle a tellement changé. On peut noter aussi Laïs Bonheur qui rentre en Q2. Ça fait plaisir par rapport au volume de vélo qu'elle a fait, franchement, venir se prendre une place en qualif, c'est parfait pour elle. Et on note la jeunesse encore qui arrive très très fort avec Tilly Bodle, une première junior première année qui faisait des chronos devant même Myriam, qui malheureusement est tombée, elle s'est sortie l'épaule. Mais franchement, on avait cet élan avec Max, avec Tilly, avec tout le monde, mais des juniors, j'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à ce que les juniors arrivent et viennent perturber le classement. Bref, réponse demain sur Eurosport avec FX Rally à 12h45 et bien sûr on vous proposera un petit débrief, surtout celui de Loudanvielle, il est toujours un peu festif, les paddocks est beau, je pense que tous les pits ont préparé des trucs sympas. On se voit demain, ciao bye bye.